WrestleMania 28, c'était un show qui ne pouvait avoir lieu qu'une fois dans une vie. Après quasiment 10 ans d'absence, The Rock avait fait son retour à la WWE et il avait battu John Cena sur la plus grande scène du monde dans un match qu'on ne pensait jamais voir et qui ne pouvait donc se produire qu'une seule fois. Enfin, à moins qu'il rapporte près de 70 millions de dollars, là c'est peut-être négociable. Et oui, on en a parlé le mois dernier, WrestleMania 28 est devenu le show le plus rentable de l'histoire de la WWE grâce à l'affrontement entre le Rock et John Cena, et donc, vous vous en doutez, avec un arc de rédemption tout tracé pour le visage de l'entreprise, c'était évident que la WWE allait remettre le couvert l'année suivante. En l'occurrence, c'est dans une histoire grandement critiquée à l'époque que The Rock s'est retrouvé dans le main event de WrestleMania pour la deuxième année consécutive, cette fois-ci en tant que champion du monde, et donc il est temps de revenir ensemble sur tout ça, mais aussi sur la suppression d'un match féminin initialement prévu sur la carte, sur la dernière victoire de l'Undertaker dans sa série à WrestleMania ou encore sur l'affrontement entre Triple H et Brock Lesnar, en parlant de la 29e édition du plus grand show de l'année à la WWE. On est donc parti en direct de New York dans l'immense MetLife Stadium rempli par plus de 70 000 fans, et étonnamment, cette année, on n'a pas le droit à America the Beautiful, puisqu'après l'habituel clip de présentation, on passe directement au premier match. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah c'est pas compliqué mon gars, t'as téléchargé WrestleMania 29 sur téléchargerducatchgratuitement.fr, t'as chopé un virus, tu t'attendais à quoi? Pourtant c'est pas compliqué hein, si t'étais allé sur nordvpn.com/monsieurhawkin, t'aurais eu 4 mois offerts sur ton abonnement de 2 ans à NordVPN et t'aurais pu te rendre sur Netflix pour regarder l'intégralité des WrestleMania de l'histoire sans risquer de choper un virus. En plus, t'aurais eu tous les Raw, SmackDown, NXT et les PLE en direct et en rediffusion, et le tout pour moins de 3 € par mois en plus de ton abonnement Netflix. Mais c'est pas tout, parce que NordVPN t'aurait aussi permis d'aller sur les sites de catch, les sites de catch, comme par exemple www.com pour lire des articles sur le catch. Et si jamais t'avais quand même essayé de te rendre sur téléchargerducatchgratuitement.fr ou je ne sais quel autre site de phishing, bah NordVPN t'aurait aussi protégé en t'empêchant d'accéder à ces sites malveillants. En plus, avec la protection anti-menace, t'aurais jamais pu installer ton virus là, donc déjà, sois plus prudent, mais surtout, rends-toi sur le lien en description et en commentaire épinglé pour regarder du catch en toute sécurité grâce à NordVPN. Tu ne risques rien, si t'es pas satisfait, tu peux être remboursé sous 30 jours et en plus tu peux en faire profiter jusqu'à 10 personnes en même temps sur l'appareil de leur choix, donc n'hésite pas, surtout qu'avec ça, tu soutiens directement la chaîne. Donc voilà, maintenant qu'on a la bonne version de WrestleMania 29 sur Netflix et qu'on est en sécurité, on peut effectivement passer au show avec l'entrée de Sheamus pour le premier match de la soirée. Ce soir-là, Sheamus il est rejoint par Randy Orton et le Big Show pour avoir un match à 6, dans lequel ils vont faire face à une équipe que vous connaissez très bien et qui font leur début sur la plus grande scène du monde ce soir-là, The Shield. À l'époque, Ambrose, Reigns et Rollins ne sont à la WWE que depuis 5 mois, mais ils ont très rapidement progressé pour devenir le clan le plus puissant de l'entreprise, et après s'être associé à CM Punk pour s'en prendre à John Cena et Ryback, le Shield a commencé à s'attaquer à Randy Orton et à Sheamus avant de les défier à un match sur la plus grande scène du monde. Du coup, à la base, les deux adversaires du Shield sont rejoints par Ryback, mais puisque la WWE annonce peu de temps après que le Big Guy fera face à Mark Henry sur la plus grande scène du monde, Orton et Sheamus sont obligés de changer d'associés et ils sont donc rejoints par le Big Show. Avec ça, on peut donc ouvrir WrestleMania 29 avec ce 3 contre 3, et c'est Sheamus et Roman Reigns qui ouvrent le bal pour leur équipe respective. Bon, vous vous en doutez, c'est pas le plus grand match de la soirée, hein, l'idée c'est simplement de mettre en avant le Shield avec leur premier match à WrestleMania, et c'est donc autour de ça que le match est construit, puisque même si Roman Reigns est dominé quelques instants par Sheamus et Randy Orton, il finit par revenir pour faire entrer Rollins, et Ambrose ne tarde pas lui aussi à faire son entrée pour montrer de quoi il est capable. Après, même si on reste dans le classique, ça n'empêche pas de raconter une histoire très logique, hein, puisqu'à nombre égal, le Shield est mis en difficulté avec le Big Show qui domine Dean Ambrose, mais très vite, ils réussissent à revenir, et le géant est pris à partie pour à nouveau donner l'avantage au clan. Dans tout ça, on comprend qu'avoir mis le Big Show dans ce match, c'est une très bonne idée, ça crédibilise énormément Ambrose, Reigns et Rollins, d'autant qu'ils ont face à eux 3 anciens champions du monde, et justement, l'équipe de Orton réussit à revenir avec l'entrée de Sheamus qui déroule sur l'intégralité du Shield. Du coup, même si l'idée c'est de mettre le Shield en avant et qu'on le voit avec Rollins qui s'élance à l'extérieur, on a quand même quelques moments très sympas de la part de leurs adversaires, avec la triple powerbomb qui est stoppée par un immense spear du Big Show dans un spot vraiment sympa. Ceci dit, évidemment, l'équipe de Sheamus et compagnie n'est pas habituée à travailler ensemble, et donc la vipère vole le changement du Big Show, ce qui le frustre énormément, et même si Orton arrive à capter Rollins en plein air avec un RKO, il est découpé par un spear de Roman Reigns, et pour se venger, le géant ne vient pas briser le tombé, ce qui permet à Dean Ambrose d'offrir la victoire à son équipe. Alors, vous le voyez, la victoire du Shield, elle est très logique, hein, et le match est plutôt sympa, mais je dois avouer que le turn du Big Show après le match, avec les coups de poing envoyés à Orton et Sheamus, c'était pas forcément nécessaire, et même si ça reste important de voir Ambrose river les épaules d'un très grand nom de l'entreprise, j'avoue que j'aurais personnellement préféré qu'on justifie ça par la simple puissance du Shield, plutôt que par un changement de camp du Big Show. Mais bon, de toute façon, l'histoire on la connaît, Ambrose, Rollins et Reigns vont vraiment devenir le futur de la WWE, donc très franchement, tout ce qu'on a dit là, c'est simplement des détails, et ce match, ça reste quand même un moment marquant dans leur carrière. Du coup, après un premier clip pour teaser le main event entre John Cena et le Rock, on peut passer à la suite, et en l'occurrence, la suite elle a directement un lien avec le match dont on vient de parler, puisqu'il s'agit de l'affrontement entre Mark Henry et Ryback.
Globalement, cette histoire elle s'est construite assez naturellement à l'époque, après quelques face-à-face et des démonstrations de force, une haine commence à grandir entre les deux hommes qui veulent se prouver mutuellement qu'ils sont plus puissants que leur rival, et puisqu'en plus Mark Henry refuse d'aider Ryback lorsqu'il est attaqué par le Shield, le match à WrestleMania se construit tout seul. En vrai, le centre de l'histoire, c'est totalement l'affrontement entre deux catcheurs surpuissants qui refusent d'avoir un concurrent direct dans l'entreprise, et justement, c'est dans cette histoire qu'on a le droit à ce fameux concours de développé couché dans lequel Mark Henry va écraser Ryback sous la barre pour prendre l'avantage. Alors oui, les poids étaient clairement faux, mais bon, à l'époque ça suffisait pour créer l'illusion, et même si c'est pas une immense rivalité, ça reste une histoire qui m'avait bien diverti à ce moment-là. Du coup, on accueille les deux adversaires, et après un grand face-à-face au centre du ring, le match commence enfin avec les premiers contacts et échanges de coups qui montrent que les deux hommes sont au même niveau de puissance. Étonnamment, le début du match montre aussi que les fans soutiennent bien plus Mark Henry que Ryback et ils explosent quand l'homme le plus fort au monde couche son adversaire avec une corde à linge avant de le coucher avec un power slam. On va donc avoir une domination de Mark Henry dans les premières minutes du combat qui continue pendant un moment puisque Ryback n'arrive pas à le soulever et se fait malmener sur le tablier du ring. Et bien sûr, tout ça se passe dans un rythme très lent qui finit malheureusement par se faire ressentir. Parce que oui, avec ces deux catcheurs, on aurait pu s'attendre à un accident de voiture qui se serait fini rapidement avec des spots impressionnants, mais malheureusement, on a le droit à un match plutôt long avec cette domination de Mark Henry qui n'investit pas trop les fans et surtout une horrible prise de l'ours. En fait, je pense que le match a été construit en imaginant que le public se rangerait à 100% derrière Ryback et donc que son retour ferait exploser la foule, mais déjà, on l'a vu, le public est plutôt derrière Mark Henry, et puis surtout, c'est pas une raison pour lui donner une domination aussi longue. Au moment où Henry part pour une troisième prise de l'ours, ça fait déjà quasiment 10 minutes que le match a commencé, et enfin, le retour de Ryback se produit devant une toute petite réaction des fans et quelques chants Feed Me More avant la corde à linge, et il n'en faut finalement pas beaucoup plus, puisque Ryback s'effondre en soulevant son adversaire pour son shell shocked, et Mark Henry peut alors lui river les épaules pour la victoire. Du coup, on comprend pas vraiment l'objectif du match, d'autant qu'après sa défaite, Ryback réussit à se relever pour coucher son adversaire avec un spinebuster puis avec un shell shocked, et donc sa défaite est pour moi vraiment incompréhensible. En plus, le lendemain à Raw, il va tourner le dos aux fans pour se propulser au sommet et se lancer dans une rivalité avec John Cena, donc malheureusement, si sur le principe l'histoire partait plutôt bien, dans sa réalisation, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs. Après, je pense pas pour autant que c'est ça qui a causé l'échec de Ryback, on en a déjà parlé dans une vidéo, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont gâché sa carrière, mais pour autant, cette première apparition à WrestleMania reste un échec pour le big guy. Allez, avec tout ça, nous on va pouvoir se diriger vers la suite du show, et vous le voyez, le début de la soirée n'est pas très riche en gros matchs, puisqu'il va en fait falloir attendre les 3 dernières rencontres pour avoir des histoires plus importantes, et donc on enchaîne avec le match pour les titres par équipe entre l'équipe de Dolph Ziggler et Biggie Langston, et les champions, la Team Hell No. Là aussi, l'histoire est plutôt simple, en gros, Dolph Ziggler se balade depuis quelques mois avec Biggie comme garde du corps, et celui-ci attaque donc ses adversaires après les matchs, et puisque justement Daniel Bryan est victime d'une de ses attaques, il décide aux côtés de son partenaire de défier Ziggler et Biggie à un match à WrestleMania, pour offrir au garde du corps de Mr. Money in the Bank son tout premier match dans le roster principal. Alors, clairement, le point central de l'histoire, c'est surtout la Team Hell No qui a beaucoup de mal à s'entendre et qui nous offre des segments mémorables à l'époque, et du coup, le match ne va pas être bien long et il ne sert pas du tout à mettre en avant Ziggler ou Biggie Langston. Ceci dit, il est loin d'être mauvais, on a une référence sympa au match de Daniel Bryan à WrestleMania 28 avec ce bisou entre Dolph Ziggler et AJ qui permet à Bryan de placer un coup de pied pour passer proche de la victoire, et les premières minutes du combat sont plutôt intéressantes. On a une belle démonstration de force de Biggie qui déroule sur Kane pour se mettre en avant et le Big Red Monster est mis en difficulté pendant de longues minutes par les challengers qui vont évidemment l'empêcher de faire un changement. Tout ça nous offre quelques petits moments sympas avec notamment Ziggler qui passe très proche de la victoire avec son zigzag dans un moment qui fait beaucoup réagir la foule, et finalement Kane esquive un coup de mallette de son adversaire avant de le coucher avec son chokeslam, puis de laisser Daniel Bryan en finir avec son diving headbutt pour la victoire. Donc vous le voyez, on a un match très court, c'est même le plus court de la soirée, mais pour le coup il est efficace et il fait bien réagir les fans qui sont à fond derrière Daniel Bryan et Kane à l'époque, et puisqu'en plus Dolph Ziggler est Mr. Money in the Bank, cette défaite n'est absolument pas un souci pour lui. Justement, Dolph Ziggler, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la soirée, vous comprendrez pourquoi, mais en attendant, on peut s'attaquer au match suivant, le tout premier de Fandango à la WWE contre Chris Jericho. Et oui, vous vous en souvenez peut-être pas, mais le tout premier match de Fandango dans le roster principal, il a lui aussi eu lieu à WrestleMania, et quand on voit la carrière qu'il a eue derrière, c'est assez surprenant. En plus, l'histoire je la trouve plutôt cool, même si bon, elle est loin d'être sérieuse, parce qu'elle démarre avec Fandango qui refuse de combattre dans les semaines précédant WrestleMania parce qu'il considère qu'on prononce pas assez bien son nom, et finalement Jericho commence à se moquer de lui en faisant exprès d'écorcher son prénom pour mener à ce combat. Du coup, à partir de là, Fandango va sans cesse attaquer son rival pour prendre l'avantage en lui plaçant sa prise de finition, et il fait donc son entrée sur la plus grande scène du monde pour avoir son tout premier match contre un des plus grands de tous les temps. Jericho arrive donc à son tour, cette fois-ci sous une très belle réaction du stade, et le match commence alors avec une petite danse de Fandango et une attaque de Y2J. Les premiers instants du match sont clairement faits pour montrer l'énorme différence de niveau entre les deux, puisque Fandango passe son temps à fuir mais il est systématiquement rattrapé par son adversaire, qui va donc le dominer avec des coups et des prises plutôt simples pour contrôler le combat.
En plus, dès les premières minutes du match, Jericho réussit à placer son Codebreaker, ce qui aurait pu mettre un terme au match, mais qui envoie en fait Fandango à l'extérieur pour le sauver d'une défaite, mais ce qui pour autant ne le sauve pas d'un immense saut de Y2J qui célèbre ensuite avec ses fans. En fait, il faut attendre un contre sur un springboard pour que Fandango reprenne un semblant d'avantage et le spot est pour le coup très bon, mais après avoir coincé son adversaire dans un collier arrière, le danseur est à nouveau surpris et Y2J reprend son rythme. En vrai, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon match, les enchaînements de Jericho passent très bien, et même si Fandango subit beaucoup, il montre lui aussi quelques belles choses, et on a même un peu de suspense, puisqu'après avoir été écrasé par la descente de la cuisse de son adversaire, Y2J réussit à résister et il se dégage. En plus, le résultat est assez imprévisible même à l'époque, parce qu'en soi une victoire de Jericho ne serait pas choquante au vu de sa carrière, mais en même temps ce serait intelligent de donner ce grand moment à Fandango à WrestleMania. Du coup, le suspense continue d'augmenter après ça, puisque le Walls est contré et Jericho réussit à éviter le finisher de son adversaire à 2 reprises, mais finalement, alors qu'il tente un dernier Walls pour en finir, il est surpris par un roll-up et Fandango vole la victoire. Honnêtement, je sais pas quels étaient les retours sur ce match à l'époque et j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé, mais personnellement j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'objectif est parfaitement rempli et pour une histoire simple de milieu de carte c'est extrêmement bien construit, et en plus quand on connaît un peu les coulisses de ce match, on comprend à quel point Jericho est extrêmement talentueux. En fait, à l'époque on lui avait donné pour mission de mettre en avant Fandango et c'est pour ça qu'il a autant répété son nom dans la route vers WrestleMania et qu'il a subi son finisher quasiment chaque semaine. Et franchement, quand on voit la réaction des fans quand déjà Jericho se dégage de la descente de la cuisse, on comprend que le travail a été très bien fait. Et quand en plus on entend le public chanter la musique de Fandango lors du Raw après WrestleMania, on réalise que Y2J a vraiment fait un excellent travail. Après, il pouvait pas non plus faire des miracles, la carrière de Fandango elle était en fait vouée à l'échec depuis le début, mais honnêtement j'ai quand même passé un bon moment devant ce combat. Mais allez, après un deuxième clip pour teaser le main event que visiblement la WWE voulait presque plus mettre en avant que l'année précédente, on passe à la suite avec un concert de... Oh, mais putain, mais c'est pas possible, pas encore. Non mais là c'est insupportable, c'est quoi la prochaine étape? On va avoir Jeffrey Epstein assis au premier rang ou Guy Georges en commentateur, ça suffit. Non, en vrai le concert il est placé de manière totalement random au milieu du show, et même si la musique Coming Home est plutôt sympa, vous allez voir que tout ça va vraiment bouleverser la soirée parce que la WWE va finir par manquer de temps. Mais bon, quoi qu'il arrive, nous on va quand même passer au match suivant, celui pour le titre de champion du monde poids lourd entre Jack Swagger et Alberto Del Rio. Alors là, l'histoire, si vous vous en souvenez pas, elle va peut-être être un peu surprenante. En gros, Jack Swagger fait son retour peu de temps avant Elimination Chamber en se vendant plus que jamais comme un vrai américain, et il finit par être rejoint par un certain Zeb Colter qui met en avant la décadence des États-Unis avec, je cite, des gens qui ne lui ressemblent pas et qui ne parlent pas comme lui. Bon, voilà, je pense que vous avez compris l'essence de la gimmick, c'est pas le plus grand classique de tous les temps, mais ça permet à Swagger de prendre tout d'un coup en importance puisqu'il vient à bout de ses 5 adversaires lors d'Elimination Chamber et obtient alors ce match de championnat contre Del Rio. Bien sûr, avec un tel personnage, Jack Swagger est le méchant de cette histoire, n'en déplaise à certains, d'autant qu'il attaque régulièrement le champion pour prendre l'avantage avant WrestleMania, et Del Rio de son côté est mis en avant comme l'exemple d'un Mexicain ayant réussi aux États-Unis, pour mettre en avant le fait que ce soit le pays des opportunités et de la liberté. Du coup, si le point central c'est évidemment le titre de champion du monde, il y a quand même une deuxième lecture dans cette histoire qui spoil un peu le résultat, parce que vous imaginez bien qu'avec un tel personnage, Swagger va pas gagner, sinon la morale est catastrophique, et au-delà de ça, c'est malheureusement pas un très bon combat. On a une domination du champion dans les premières secondes du match, puisque Del Rio cherche à se venger des attaques qu'il a subies, qu'elles soient physiques ou verbales, mais rapidement Zeb Colter le distrait et il permet à Swagger de revenir pour le laisser dominer pendant un petit moment. Justement, cette domination de Jack Swagger n'est pas très intéressante, il instaure un rythme lent et on sent qu'il n'a pas énormément évolué avec son retour, mais pour autant, il réussit à stopper les enchaînements de son adversaire et il se concentre sur sa jambe pour préparer sa prise de finition. Malgré ça, on a quelques contres plutôt sympas parce que le match n'est pas non plus horrible, mais malheureusement pour moi, il est juste pas à la hauteur d'un match pour le titre mondial. À l'époque, on voit clairement que cette ceinture est loin d'être à la hauteur de celle de la WWE en termes de prestige, et donc même si les échanges de prise de soumission entre les deux adversaires instaurent un petit suspense, le public n'est pas forcément très investi. Finalement, Del Rio réussit à reprendre un clair avantage avec son Enzuguri sur le coin, mais Zeb Colter intervient encore pour sauver son partenaire et s'en prendre à Ricardo Rodriguez pour perturber le champion, et tout ça permet à Swagger de revenir à l'extérieur pour se rapprocher de la victoire. Bon, en réalité, la victoire elle est encore très loin pour le challenger, puisqu'à peine revenu dans le ring, il est surpris par un cross armbreaker sorti de nulle part et il est rapidement contraint d'abandonner, ce qui permet à Del Rio de gagner ce match et de conserver le titre mondial. Du coup, si on voit que le match est pas exceptionnel, il y a quand même 2-3 choses à dire sur cette histoire. Déjà, personnellement, je pense que Swagger aurait bien plus fait de gagner le titre de champion du monde dans ce personnage de Real American, voire même quand il deviendra face quelques années plus tard, plutôt que dès ses débuts quand il avait pas vraiment de personnage. Mais en plus, il va se passer quelque chose dès le lendemain, puisqu'après une revanche entre Swagger et Del Rio,
Rio dans l'épisode de Raw. Dolph Ziggler va utiliser sa mallette Money in the Bank dans un moment excellent pour devenir champion du monde pour la première fois de l'histoire. Et si à WrestleMania, Del Rio est présenté comme le grand face de cette rivalité, il va très vite finir par tourner le dos aux fans pour adopter un personnage très différent, avant d'être carrément rejoint par Zeb Colter lui-même 2 ans plus tard. Et bon, du coup vous le voyez, si cet encaissement de la mallette Money in the Bank le lendemain est très cool et qu'il est vraiment marquant, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans ce WrestleMania est très loin d'être mémorable. Les matchs et les histoires sont tout juste moyens pour la plupart, et alors qu'il ne reste plus que 3 matchs, on peut vraiment s'inquiéter de la réussite de WrestleMania 29. Sauf que, vous le savez peut-être, ces 3 matchs sont les plus importants de la soirée, et même s'ils sont loin de tous être parfaits, l'un d'entre eux est juste excellent. Et il est justement temps d'en parler en abordant le dernier match de la streak de l'Undertaker, celui contre CM Punk. Alors, cette histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui l'ont oubliée, elle est juste hallucinante. Et pourtant, elle commence de manière très classique. À l'époque, l'Undertaker annonce qu'il cherche un adversaire pour WrestleMania, et puisque plusieurs catcheurs se présentent à lui, la WWE organise un Fatal 4-Way, et c'est CM Punk qui vient à bout du Big Show, de Sheamus et de Randy Orton pour obtenir la chance de faire face aux Deadmen sur la plus grande scène du monde. Sauf que, dès la semaine suivante, cette histoire va prendre une tournure totalement différente. Au lendemain de l'officialisation du match entre Punk et l'Undertaker, le légendaire Paul Bearer qui accompagnait le Deadman au ring va perdre la vie, et dès la cérémonie d'hommage à cet immense manager, CM Punk rend cette rivalité très personnelle en interrompant son futur adversaire. A partir de là, l'ancien champion de la WWE va s'enfoncer de plus en plus dans ce personnage horrible qui crache sur la mémoire de Paul Bearer, qui pour le coup était décédé pour de vrai. Et même si tout ça rend l'histoire très intense et sérieuse et qu'on sent l'Undertaker à bout de nerfs puisque son adversaire a l'avantage psychologique, c'est quand même très spécial à voir. Pour le coup, beaucoup de fans avaient critiqué la décision de mêler la réalité du décès de Paul Bearer à cette histoire, parce que CM Punk va aller vraiment très loin en volant l'urne censée contenir les cendres de l'ancien manager. Mais quoi qu'on en pense, on peut pas nier que tout ça rendait l'histoire vraiment intéressante. D'un côté, certains étaient convaincus que le Phenom était trop perturbé par les provocations de CM Punk et qu'il allait donc perdre à WrestleMania pour la toute première fois de l'histoire, et d'un autre, beaucoup de fans espéraient voir le Deadman venger l'honneur de son manager et ami en faisant taire CM Punk sur la plus grande scène du monde. Donc voilà, vous l'avez certainement compris, on a affaire à une histoire sérieuse et personnelle qui met grandement en danger la streak de l'Undertaker, et vous allez voir que le match qui suit est tout bonnement exceptionnel. Pour en parler, on accueille donc CM Punk dont la musique est jouée en live par Living Colours et il est rejoint dans le ring par un Undertaker plus motivé que jamais qui le fusille du regard et qui prépare une vengeance très attendue. Du coup, dès le son de la cloche, le Deadman essaye de frapper son adversaire, mais celui-ci réussit à l'esquiver et le provoque avec une claque avant de fuir pour prendre l'avantage. En fait, depuis le début de la rivalité, Punk a réussi à éviter toute confrontation directe avec son adversaire et c'est aussi pour ça que l'Undertaker est autant frustré, et donc quand il réussit enfin à le coucher avec un big boot, on sent un certain soulagement. A partir de là, on va donc avoir une grande domination du Phenom qui déroule sur CM Punk à l'extérieur du ring, notamment avec sa descente de la cuisse, et pourtant, de retour entre les cordes, c'est bien le catcheur straight edge qui reprend l'avantage, puisqu'il réussit à contrer le old school de son rival. Cette prise de contrôle de Punk, elle est très intéressante, déjà parce qu'elle reçoit une belle réaction des fans et qu'elle lui permet de dominer malgré les petits retours de son adversaire, mais surtout parce qu'elle le rapproche d'une victoire qui n'est pas totalement improbable à l'époque. L'Undertaker a été grandement mis en difficulté par Michaels et Triple H les années précédentes, et CM Punk a été champion de la WWE pendant plus de 400 jours, durant lesquels il a battu certains des plus grands noms de l'entreprise, donc honnêtement, il était très bien placé pour venir à bout de la streak. Du coup, on a une longue période durant laquelle CM Punk déroule des prises classiques et enchaîne les colliers arrière pour garder l'avantage, mais au milieu de tout ça, on a des moments vraiment sympas, avec notamment une intervention de Heyman qui permet à son associé de garder le contrôle et de placer sa descente du coude sur le Deadman. C'est aussi à partir de là que le rythme du match va changer puisque l'Undertaker revient avec son chokeslam avant d'échanger les coups avec son adversaire et Punk réussit à contrer l'enchaînement habituel de son rival, et tout ça mène à un spot immense puisque CM Punk place l'Undertaker sur la table des commentateurs à l'extérieur et il l'écrase avec sa descente du coude depuis le ring. Après ça, Punk tente de faire ce que je faisais sur WWE 2K14 à l'époque, c'est-à-dire battre la streak par des comptes à l'extérieur, ce qui pour le coup est pas décodant, surtout au vu de son personnage, mais en faisant ça, il commet quand même une grande erreur, puisqu'alors qu'il veut tenter le tombé, il est surpris par un Hell's Gate, comme Triple H. Par miracle, il trouve une ouverture pour tenter un tombé surprise et coincer le Deadman dans son Anaconda Vice, mais l'Undertaker a un second souffle, et il nous offre alors un enchaînement exceptionnel. Alors que son chokeslam a été contré et que son adversaire lui envoie son GTS, le Phenom rebondit sur les cordes et il saisit immédiatement CM Punk pour un tombstone qui passe très proche de lui donner la victoire. À ce moment-là, la foule est en feu et honnêtement je les comprends parce que l'enchaînement est juste parfait et il fait augmenter un suspense qui était déjà très important. Et en plus, c'est très loin d'être fini puisque l'échange de coups et la tentative de chokeslam mettent l'arbitre KO et permettent à CM Punk de tenter l'impossible. Alors qu'il est saisi par un last ride, il prend l'urne des mains de Paul Heyman et il frappe le crâne de l'Undertaker avec, avant de tenter un tombé qui passe là aussi très proche de lui offrir la victoire la plus importante de sa carrière. Punk et Heyman n'y croient pas et le public explose sur l'enchaînement de contres entre les deux adversaires juste après, d'autant qu'il se conclut par un immense tombstone qui offre la victoire au Deadman et lui permet d'amener sa streak à 21-0.
Honnêtement, c'est dommage qu'on parle pas plus souvent de ce match parce que même si les deux précédents avec Triple H sont très cool, ils ont quand même l'avantage d'avoir des stipulations, alors que là, les deux adversaires nous ont juste raconté une histoire incroyable avec un match simple et uniquement leurs talents respectifs. En plus, on peut même pas reprocher au combat d'être un enchaînement de finishers comme on pourra le voir plus tard dans la soirée parce que c'est pas le cas du tout, donc vraiment, à mon sens, c'est un des meilleurs de la streak que je placerai peut-être même directement après ceux contre Shawn Michaels. Mais bon, forcément, entre l'avenir de CM Punk qui quitte la WWE moins d'un an plus tard et l'avenir de la streak qui prend fin l'année suivante, on comprend pourquoi ce match n'a pas été tant mentionné que ça malgré sa qualité. Du coup voilà, on vient de parler de la dernière victoire de l'Undertaker dans cette immense streak, et c'est fou de se dire qu'avec cette série sur les WrestleMania, on a revu les 21 victoires du Deadman sur la plus grande scène du monde. Et du coup, avec ça, on s'approche aussi de la fin du show, puisqu'il nous reste plus que 2 matchs à aborder, et justement, on va parler de l'homme qui fera face à l'Undertaker l'année suivante, en parlant du match entre Triple H et Brock Lesnar. Cette histoire, elle commence en fait un an plus tôt, en août 2012, avec Brock Lesnar qui s'en prend au directeur des opérations et qui lui brise le bras avant de le vaincre lors de SummerSlam, et tout reprend au mois de février 2013, quand The Game fait son retour pour s'en prendre à son rival et relancer cette grande histoire. Très vite, Triple H défie Lesnar à un match à WrestleMania que celui-ci accepte, et donc le fond de cette guerre se limite à une simple haine entre les deux hommes qui n'a eu de cesse d'augmenter avec leurs diverses rencontres entre 2012 et 2013. En l'occurrence, la WWE va quand même ajouter une stipulation intéressante à ce match, puisque déjà il se déroulera sans aucune règle, ce qui permettra aux deux adversaires de se détruire sur la plus grande scène du monde, mais en plus, en cas de défaite, Triple H devra prendre sa retraite, ce qui rajoute un enjeu immense à toute cette histoire. Pour encore augmenter l'importance de cette rencontre, Shawn Michaels annoncera rapidement qu'il viendra soutenir son meilleur ami à WrestleMania, et c'est donc lui qui fait son entrée en premier avant d'être rejoint par Brock Lesnar puis par Triple H, pour lancer cet affrontement très attendu. Justement, les deux adversaires ne vont pas perdre de temps, ils échangent directement les droites et le match part très vite à l'extérieur pour mettre en avant l'absence de règles, et personne ne prend réellement l'avantage puisque les coups et les prises sont échangés pour laisser un grand suspense sur le résultat. Parce que oui, là on est 3 ans à peine après la fin de la carrière de Shawn Michaels, donc on n'est pas à l'abri que celle de Triple H prenne fin aussi, d'autant qu'il subit quand même plus que son adversaire en début de match, en se faisant notamment écraser à travers la table des commentateurs. Et puis oui, d'ailleurs tant qu'on y est, c'est à WrestleMania 29 contre Triple H qu'on a ce fameux cri de Lesnar, pour ceux qui se posent la question. Bref, avec cette destruction, Brock prend un clair avantage, il a l'air ravi d'infliger autant de dégâts à son adversaire, qui d'ailleurs a déjà pris cher pendant son entrée, parce que je sais pas si vous voyez cette espèce de glace, là je sais pas ce que c'est, mais visiblement ça a pas dû être agréable. Mais bon, dans tout ça, Lesnar n'a pas non plus envie de mettre tout de suite un terme au match, et il fait durer le plaisir dans le ring en empêchant The Game de revenir. Triple H est alors malmené par des souplexes, et enfin Lesnar tente quelques tombées pour voir s'il peut gagner le match plus vite que prévu, mais alors qu'il se déconcentre en poursuivant Shawn Michaels à l'extérieur du ring, il est surpris par le retour du roi des rois, qui montre enfin quelques signes de vie. Du coup, vous le voyez, on est sur du très classique, autant du côté de Lesnar que de Triple H, et honnêtement, c'est pas un match que j'apprécie personnellement. Je trouve que c'est un peu trop répétitif, et en plus aujourd'hui, forcément, il y a plus le suspense qu'il y avait à l'époque. On a donc Lesnar qui sort Shawn Michaels du ring avant de l'écraser avec son F5, ce qui permet à Triple H de reprendre ses esprits pour placer un pedigree qui ne lui donne pas tout de suite la victoire, et son coup de sledgehammer est esquivé par la bête, qui le couche avec sa prise de finition pour passer très proche de mettre un terme à sa carrière. Après ça, on a donc droit à des coups de chaise et d'escalier de la part de Brock Lesnar qui tente ensuite d'en finir avec son Kimura, mais cette fois-ci, The Game s'en sort et place un low blow pour reprendre le contrôle, et à son tour placer la soumission sur son rival. En l'occurrence, ce moment permet à Shawn Michaels de se débarrasser de Paul Heyman pour de bon, puisque celui-ci tente d'intervenir, et Triple H de son côté s'accroche à son adversaire malgré les écrasements sur l'escalier, ce qui lui permet de placer un DDT sur l'acier pour mener à la fin du match. Et oui, après ça, The Game a un véritable second souffle, il couche Lesnar avec son sledgehammer avant de lui placer un pedigree sur l'escalier pour lui river les épaules, et enfin mettre un terme à ce match pour conserver sa grande carrière. Du coup, je dois être honnête, c'est pas forcément un match que j'ai apprécié, autant j'avais trouvé leur affrontement à SummerSlam 2012 assez sympa, autant je voyais pas trop l'intérêt de remettre le couvert à WrestleMania avec la carrière de Triple H en jeu, surtout si c'était pour lui donner la victoire. Et donc, même si ça reste un match important historiquement, c'est très loin d'être un de mes favoris. Du coup, avec ça, on peut passer à la suite avec la présentation des membres du Hall of Fame avec Mick Foley, Booker T, Trish Stratus, Bob Backlund, Bruno Sammartino et Donald Trump, mais aussi Bill Gates, Mick Jagger, Prince Andrew et Bill Clinton et... Oula, non, pardon, là j'ai dévié sur la liste d'Epstein. Mais par contre, Donald Trump, il est aussi dans le Hall of Fame. Enfin bref, revenons à WrestleMania. Du coup, en théorie, c'est après ça qu'on aurait dû avoir ce fameux match 4 contre 4 mixte entre l'équipe des Bella Twins et de Rhodes Scholar et celle des Funkadactyls et Tons of Funk, mais puisque les officiels réalisent que WrestleMania dure depuis maintenant trop longtemps et que le pay-per-view a une durée fixe, ils décident de supprimer le combat et de l'organiser pour le Raw suivant. Alors ça, on peut en parler rapidement, parce que déjà, peut-être que s'ils n'avaient pas mis autant de clips pour teaser le main event, ils auraient eu le temps de glisser ce match sur la carte, mais surtout, en cherchant des informations dessus, je suis tombé sur un article qui soupçonnait en fait la WWE d'avoir scénarisé l'annulation du combat pour créer une séquence
séquence dans Total Diva. Donc honnêtement, j'y crois peu, hein, parce que faire croire à des catcheurs qu'ils vont combattre à WrestleMania juste pour une séquence dans une émission de télé-réalité, c'est quand même un peu limite. Mais en vrai, avec la WWE, on n'est pas à l'abri, surtout qu'ils auraient pu tenir les catcheurs et les catcheuses impliqués au courant pour vraiment tout scénariser de A à Z. Non, en vrai, j'y crois pas du tout, ils ont 100% juste manqué de temps. Bref, allez, arrêtons de rigoler et passons au main event. Il est l'heure de parler de la revanche entre John Cena et The Rock pour le titre de champion de la WWE. Cette histoire, on en a parlé récemment quand on est revenu sur WrestleMania 28, puisque vous savez, le main event de ce show opposait The Rock à John Cena dans un match qui ne devait se produire qu'une fois dans une vie, mais suite à la défaite du visage de la WWE, beaucoup ont compris que l'entreprise préparait quelque chose. Parce que oui, l'image de John Cena déçu sur la rampe d'entrée, elle n'était pas là pour rien, et donc si le champ va profiter de l'année 2012 et du début 2013 pour se reconstruire en battant Brock Lesnar à Extreme Rules avant de remporter le Royal Rumble pour obtenir un match de championnat sur la plus grande scène du monde, The Rock de son côté va faire son retour lors du 1000e épisode de Raw, et il va défier le champion CM Punk à un match lors du Royal Rumble. Alors, je vous épargne tous les détails de cette histoire parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur le règne de CM Punk, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quelques minutes après la victoire de John Cena dans le Royal Rumble, The Rock vient à bout de CM Punk pour devenir champion de la WWE, et logiquement, le match revanche est organisé sur la plus grande scène du monde. Pour le coup, c'est quelque chose que je trouvais totalement con à l'époque, autant le fait que Cena reproche au Rock d'avoir gâché sa vie et d'être responsable de tous ses échecs pendant l'année 2012, je pouvais l'entendre, mais le fait de refaire ce match à WrestleMania après l'avoir vendu comme étant quelque chose d'unique l'année passée, j'ai toujours trouvé ça bizarre. En plus, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec CM Punk, pour moi il avait totalement sa place dans le match pour en faire un triple menace, mais bon, vous le voyez, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et donc on accueille John Cena sous les huées de la foule, puis le champion de la WWE The Rock avec sa toute nouvelle ceinture, pour remettre le couvert entre les deux rivaux. Cette fois encore, les deux hommes vont prendre leur temps avec de longues pauses en début de match et des coups d'épaule des deux côtés pour remettre la balle au centre, et rapidement, on sent un grand doute du côté de John Cena qui réalise qu'il a tout à perdre ce soir. Pour moi, c'est ça le point le plus intéressant de ce match, le fait que John Cena doive absolument gagner le pousse à adopter un catch plus méfiant que d'habitude, et malheureusement pour lui, ça ne paye pas, puisque The Rock garde le contrôle dans les premiers instants de la rencontre. Après, malheureusement, le début du match n'est pas bien différent de celui qu'on a eu l'année passée, et donc c'est pas hyper intéressant à suivre, et il faut attendre que le rythme accélère pour voir le public s'investir et rendre le combat bien plus cool. Parce que oui, les colliers arrière à répétition dans les premières minutes du match ne contribuent pas à réveiller la foule, et même quand John Cena prend le contrôle et que The Rock revient avec son Samoan Drop, les fans restent assez calmes, et il faut attendre un échange de contre pour que le rythme accélère un peu. En l'occurrence, cet enchaînement il est logique, parce que maintenant John Cena et le Rock se connaissent un peu, et donc même si le challenger se retrouve coincé dans un sharpshooter, il réussit à en sortir pour tenter son 5 Knuckle Shuffle, qui lui aussi est esquivé. Pour autant, l'enchaînement de contre ne s'arrête pas là, puisque le Rock Bottom ne passe pas et la soumission de Cena ne mène pas à la fin du match, et finalement le 5 Knuckle Shuffle finit par toucher sa cible, et le challenger reprend le contrôle. Cena réussit même à contrer le People's Elbow pour coincer son adversaire dans son STF, mais The Rock réussit à s'en sortir et il couche son rival avec son Rock Bottom, mais là encore, John Cena résiste et se dégage. C'est à partir de là que le match réveille enfin vraiment le public, parce que le champion subit un attitude adjustment sorti de nulle part, mais il réussit à se dégager, et il enchaîne en esquivant la descente de la cuisse, avant d'enfin placer son People's Elbow. Là encore, Cena se dégage et les fans commencent alors à douter de leur pronostic, d'autant que l'échange de coups mène à un nouveau Rock Bottom qui, là encore, ne met pas un terme à ce main event. Bon, du coup, c'est aussi pour ça que ce match divise beaucoup les fans, parce que vous le voyez, c'est vraiment un enchaînement de finishers et de dégagements, et justement, après ça, The Rock tente son People's Elbow mais se fait surprendre par un Double A, qui là encore n'offre pas la victoire au challenger. Ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympa parce que c'est une référence directe à leur match précédent et les fans sont réellement choqués quand le champion réussit à se dégager. Il faut donc un petit moment pour que John Cena et le Rock reviennent sur leurs pieds après ça, mais ils finissent par se remettre debout pour échanger des coups et mener à un dernier enchaînement avant la fin du match. En l'occurrence, ce qui se passe là, j'ai beaucoup aimé. On a John Cena qui couche son adversaire avec un Rock Bottom avant de le moquer comme il l'avait fait l'année passée, mais cette fois-ci, il s'arrête dans les cordes et ne se fait pas tout de suite surprendre, puisqu'il saisit The Rock sur ses épaules et s'apprête à en finir. Sauf que à ce moment-là, le champion lui aussi est encore dans le match, il réussit à descendre et il couche même John Cena avec son Rock Bottom, mais alors que tout le monde est convaincu que le match est terminé, le challenger réussit à lever l'épaule. À bout de force, John Cena et le Rock se relèvent et ils échangent encore les contres de leurs prises de finition respectives, mais alors que le champion couche son challenger avec un DDT et qu'il prépare un dernier Rock Bottom, John Cena réussit à le bloquer et il le couche enfin avec son Double A pour lui river les épaules, et remporter alors le titre suprême. Avec ça, John Cena efface donc son échec de l'année passée puisqu'il bat son ennemi juré en plus de revenir au sommet de la WWE, et après ça, les deux hommes vont enchaîner quelques mots avant de nous offrir une image importante sur la rampe d'entrée, puisque le Rock passe officiellement le flambeau à John Cena, pour conclure définitivement cette grande histoire.
Alors pour le coup, le passage de flambeau il arrive quand même un peu tard, hein, parce qu'on l'a vu en 2013, beaucoup de fans en ont déjà marre de John Cena et The Rock n'est plus du tout au prime de sa carrière, mais l'image est quand même assez sympa et en ce qui me concerne, je trouve ce match relativement cool. Après là c'est vraiment une question de goût, hein, parce que c'est un style de match très particulier et je comprends totalement qu'on préfère celui de WrestleMania 28, mais du coup avec tout ça on peut donner une conclusion à cette nouvelle édition du plus grand show de l'année. Parce que honnêtement pour moi c'est loin d'être un bon WrestleMania. Oui, l'ambiance est là, les fans répondent présents dans le stade et l'arène est très stylée, mais malheureusement pour moi il n'y a pas grand chose à retenir. Et du coup je me demandais pourquoi WrestleMania 27, 28 et 29 ne m'avaient pas marqué plus que ça, mais en les revoyant j'ai un peu la réponse. Après certainement que je suis un peu biaisé par d'autres facteurs, hein, mais franchement même si cette année on n'a pas de match de célébrité, on a quand même un milieu de carte très léger, et en plus on n'a pas de match féminin pour la première fois depuis WrestleMania 14. Maintenant je reconnais quand même que le CM Punk Undertaker est excellent et je fais aussi partie des gens qui apprécient le main event, mais vous le voyez sur 9 matchs on a quand même une majorité de combats oubliables, ce qui ne devrait pas du tout être le cas pour le plus grand show de l'année. Bref, du coup, vu que mon avis est un peu mitigé, j'attends vraiment de lire le vôtre en commentaire, j'imagine que certains vont être d'accord avec moi et d'autres pas du tout, donc j'ai hâte de vous lire, et d'ici là, je vous attends sur tous mes liens en description, notamment ma chaîne Twitch et ma chaîne Monsieur Coinc, et sur ce, c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.